Bon, eh bien, bonjour à tous et à toutes, ou à toutes et à tous, si vous préférez. Donc, vous connaissez le sujet du jour. Vladimir Poutine, grain de sable dans la machinerie du nouvel ordre mondial. Si l'on veut comprendre pourquoi Vladimir Poutine embarrasse, dérange la démarche mondialiste, il faut commencer par connaître son parcours. Et il est assez extraordinaire. Alors, commencer par une petite biographie. Il est né le 7 octobre 1952 à Leningrad. Vous savez que Leningrad, aujourd'hui, c'est probablement dû à son influence, d'ailleurs, que Leningrad est redevenu Saint-Pétersbourg. Alors, par ses grands-parents, il est de souche paysanne d'un village qui s'appelle Tourguinovo, qui est au nord de Moscou. Et c'est une famille ancienne, puisqu'elle était installée depuis la fondation du village au XVIIe siècle. Et par son père, il est issu d'une famille ouvrière, il est le troisième enfant. Ses deux frères, Victor et Oleg, nés dans les années 1930, étant décédés en bas âge. Et chose importante que beaucoup de gens dans nos milieux ne comprennent pas, c'est que son attitude envers le Troisième Reich vient de ce que sa famille a subi lors du siège de Leningrad pendant 900 jours. Comprenez que lui, en tant que Russe, évidemment, si nous, en tant que Français, on essaye de raisonner en français sans comprendre qu'il y a tout de même une petite différence entre un Russe qui a subi l'invasion allemande, on ne peut pas avoir le même genre de réflexe. Donc, quand on veut comprendre un sujet, il faut se mettre en situation. C'est ce que beaucoup, dans nos amis, ne savent pas faire. Ça a été un élève bagarreur, très sportif. Dans sa jeunesse, il a pratiqué la lutte russe qui s'appelle le sambo et le judo dès l'âge de 11 ans, et il sera plusieurs fois champion de sambo de Leningrad et aura en 1973 le titre de maître de sport de sambo et en 1975 celui de judo. Il joue au tennis, il fait du ski alpin, de l'équitation, de la natation, bref, c'est un sportif. Il a fait des études de droit à l'université de Leningrad et à noter qu'en 1975, il obtient son diplôme avec un mémoire consacré à la politique des États-Unis en Afrique. Donc vous voyez que très précocement, il s'intéresse à la démarche américaine dans la volonté des États-Unis de conquérir le monde. C'est un point important qui explique les débuts politiques du personnage. Donc, très tôt, il s'intéresse à l'expansionnisme américain. Alors, il est un événement important qui va faire entrer Vladimir Poutine en politique. C'est son superviseur académique, Anatoly Sobchak, lorsqu'il accède à la mairie de la ville, c'est-à-dire Leningrad, Saint-Pétersbourg, qui prend Vladimir Poutine comme adjoint. Et cela se passe après un court séjour de Poutine en Allemagne de l'Est, où il assiste à la chute du mur de Berlin. Alors, si on comprend un petit peu la mentalité de Poutine, qui en fait est un Russe qui était fier de la grandeur de l'Union soviétique et qui voit s'effondrer cet empire soviétique avec la chute du mur de Berlin. Et là encore, je dis que si on veut le comprendre, il faut se mettre en position. Alors, il y a
a une période sur laquelle je n'ai pas trouvé grand-chose, mais on sait qu'il rentre à la direction du KGB à Leningrad, où il sera chargé du contre-espionnage, des gardes-frontières, du renseignement extérieur, de la lutte contre les opposants et la protection des personnalités. Il servira pendant plusieurs années et deviendra officier opérationnel dans le service de contre-espionnage local, chargé de la police politique contre les dissidents et autres éléments anti-soviétiques. Il est nommé commandant en 1984 et suit une formation à l'Institut Andropov du KGB à Moscou. Il porte alors le nom de code Platov, assez connu quand même, et exerce les fonctions de chef bénévole de son unité d'élèves officiers. À la sortie de l'Institut Andropov, Poutine n'entre pas dans l'appareil central du KGB à Moscou, mais revient à Leningrad, où il est affecté au service des renseignements extérieurs de la Fédération de Russie, donc avec, après la chute de l'Union soviétique, pour regrouper ce qui en restait, ils ont changé le nom, qui est devenu donc Fédération de Russie, qui existe toujours aujourd'hui. Il passe dans la réserve active du KGB des services spéciaux. En 1985, il est envoyé en République démocratique allemande à Dresde, où sous la couverture de directeur de la maison de l'amitié germano-soviétique, il œuvre pour le KGB. Et après la réunification allemande et le démantèlement du KGB en RDA, il retourne à Leningrad encore pour y reprendre son service opérationnel dans la direction locale du KGB comme directeur ou conseiller aux affaires internationales du recteur de l'université de Leningrad, Anatoly Sobchak, celui qui avait été son professeur à la faculté de droit. Donc on voit que Vladimir Poutine connaissait parfaitement tous les rouages de l'Union soviétique. Et cela allait lui servir plus tard. Nouveau tournant politique important, il devient l'un des plus proches conseillers de Boris Eltsine, qui fera de lui le directeur du FSB qui remplace le NKVD soviétique en 1998. Et l'année suivante, Eltsine le nomme président du gouvernement, ce qui veut dire Premier ministre. Ce poste de directeur du FSB est capital, sera capital pour l'ascension de Vladimir Poutine, car il inclut le service fédéral des communications et informations gouvernementales, le FAPSI, chargé de la surveillance électronique à l'étranger. Le FSB, qui agit dans les anciennes républiques soviétiques, peut conduire des opérations militaires antiterroristes n'importe où dans le monde sur ordre du président. Tous les services d'action et du renseignement en Russie travaillent sous le contrôle du FSB, tel le CRU. On connaît quand même, qui est le renseignement militaire. Les forces spéciales militaires, c'est-à-dire les Spetsnaz, les troupes du ministère de l'Intérieur russe, qui est une espèce de gendarmerie, qui fut particulièrement efficace en Tchétchénie, qui fut la grande première victoire de Poutine. À partir du 31 décembre 1999, à la suite de la démission de Boris Eltsine, il assure par intérim la fonction de président de la Fédération de Russie. Vous voyez la progression. Le 7 mai 2000, après avoir remporté l'élection présidentielle dès le premier tour, il devient président en titre de la Fédération de Russie. Confortablement réélu en 2004, il mène une grande politique de réforme marquée par un redressement de l'économie et une concentration des pouvoirs présidentiels. En 2008, la Constitution lui interdisant de concourir pour un troisième mandat consécutif, il soutient la candidature de Dmitri Medvedev à la présidence, qui, une fois élu, le nomme président du gouvernement. Poutine prend alors la direction du parti Russie Unie.
Il est candidat à l'élection présidentielle à nouveau en 2012 avec le soutien de Dmitri Medvedev, président sortant. Et le 7 mai 1912, décembre quand même, 2012, pardon, Vladimir Poutine retrouve la fonction de président de la Fédération de Russie après sa victoire dès le premier tour du scrutin. Dès le début de son mandat présidentiel, il avait montré sa détermination à lutter contre la mafia para-étatique et les fraudes fiscales des oligarques, juifs pour la plupart, qui avaient fait fortune sous Helsinki en accaparant les ressources et des débris de l'Union soviétique. Vous connaissez plus ou moins un certain nombre d'affaires qui eurent lieu à l'époque. Beaucoup furent poursuivis en justice, tel le banquier Sergei Mavrovny et l'emblématique Mikhail Khodorkovsky, ex-patron du groupe pétrolier Yukos, condamné à 8 ans de prison pour escroquerie et évasion fiscale à très grande échelle, et emprisonné en Sibérie. Or, ce qui fut la perte de Khodorkovsky, c'est que, ayant acquis Yukos à la chute de l'URSS dans des conditions douteuses, au milieu des années 1990, pour à peine 309, retenez le chiffre, 309 millions de dollars, dans le cadre de privatisation à l'époque qualifiée de hold-up du siècle, il allait, après avoir acquis une autre société russe pétrolière, le Stibneft, en 2003, devenir la première compagnie pétrolière russe et la 4e au monde. Ça représentait tout de même un poids considérable pour Khodorkovsky. Or, c'est le projet de Khodorkovsky de céder Yukos-Stibneft aux pétroliers américains d'ExxonMobil et de Chevron Texaco pour 40 milliards de dollars. Petite parenthèse, je vous rappelle qu'il avait acheté 309 millions. Petit bénéfice. En perspective d'une fusion partielle avec les Américains, c'est ça qui perdit Khodorkovsky. Et rappelons encore qu'il avait noué des contacts avec la firme Halliburton, entreprise énergétique sur le pétrole, dirigée par qui? Par Dick Cheney. Dick Cheney, vice-président des États-Unis sous George W. Bush, l'un des acteurs du 11 septembre 2001. On comprend que Poutine, évidemment, n'a eu de cesse que de liquider ce genre d'individus qui étaient alliés avec ce que Poutine, à juste titre, en tant que bon russe, considérait comme l'ennemi de la Russie, les États-Unis. Et si certains expliquent les poursuites contre Khodorkovsky par le danger politique qu'il représentait pour Vladimir Poutine, c'est ridicule, on parlera de ça tout à l'heure encore. La très faible popularité de Khodorkovsky, bien connu des Russes pour toutes ses malversations, n'en faisait pas quelqu'un de particulièrement populaire. D'autres oligarques juifs accusés de délits économiques s'enfuirent à l'étranger, tels Boris Berezovsky, Vladimir Boudzinski en Angleterre, dont le parquet général de Russie, d'ailleurs, demande toujours l'extradition, ce que les Anglais ne veulent évidemment pas. Alors d'autres, par contre, et ça c'est encore une facette curieuse de Poutine qu'il faut connaître, c'est que d'autres oligarques juifs, tels Roman Abramovitch, Anatoly Chubay et Vladimir Potanin, se sont rapprochés du pouvoir et ont trouvé, Poutine leur a donné des places dans l'administration du pays. Mais, en contrepartie de la mise au service du pays de leur fortune, qui était tout aussi douteuse que celle de Khodorkovsky. Donc vous voyez le personnage
qui à la fois tord le cou à ces grands financiers cosmopolites et qui en même temps récupère certains, mais à condition qu'ils travaillent pour le bien du pays. Et c'est tout son jeu très subtil. Vous avez une vieille formule en France que vous connaissez, une main de fer dans un gant de velours. C'est exactement ça. Incontestablement, si la Russie, sous la poigne de Poutine, s'est relevée économiquement et si la législation et la réglementation financière et économique ont fait d'énormes progrès, il n'est tout de même pas, il faut le reconnaître malheureusement, parvenu à éradiquer toute cette mentalité de prévarication, de trafic plus ou moins douteux, etc. Car on ne fait pas en un jour, en un claquement de doigts, un retour sur toutes les mauvaises habitudes qui ont été prises pendant des années à la fin du régime soviétique. Et du temps d'Elstine, bien entendu. C'est ce que, là encore, reproche qu'on fait souvent dans nos milieux à Poutine. Oui, mais on aimerait bien les y voir, eux. Comment ils pourraient remettre les choses en place. Et si je parle de cet aspect-là de Poutine, c'est que je me mets parfaitement dans sa position. Si jamais un jour on pouvait arriver au pouvoir, nous aurions exactement le même type de problème. Comment remettre de l'ordre dans ce foutoir que nous avons? C'est donc toute une rééducation des mentalités qui est nécessaire. Et je répète, cet exemple est très utile pour nous, pour imaginer déjà à l'avance, parce que les révolutions ne se font pas comme ça par hasard un jour, elles se préparent. Et donc, il faut comprendre comment il a agi, pourquoi il a pu agir de cette façon-là, et quels sont les obstacles qu'il a pu rencontrer et que nous rencontrerions nous-mêmes si nous arrivions au bout. Et c'est ça, toute l'efficacité de sa politique est là. C'est cette façon de voir comment faire les choses, rendre les choses possibles. Parce qu'il ne faut pas partir en guerre, je vais tout casser, liquider tout. On ne peut pas. On ne peut pas, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire du jour au lendemain. Et alors, je vais peut-être vous surprendre, je vais faire une comparaison entre Poutine et deux personnages qui ont laissé un nom dans l'histoire, Bonaparte, Napoléon, et Adolf Hitler. Il y a une très curieuse similitude, tout au moins au point de départ. Pourquoi? Rappelez-vous, Bonaparte émerge un beau jour, petit lieutenant d'artillerie, au moment du directoire. Un directoire pourri, comme on peut imaginer ce qu'était la Russie après l'ère soviétique du temps de Poutine, du temps d'Elstine. Hitler, il émerge lui aussi du temps de la République de Weimar, tout aussi pourri, qui a laissé piller les richesses, enfin ceux qui restaient de l'Empire, Deuxième Reich, là encore par la haute finance juive. Donc vous voyez cette comparaison entre ces trois hommes, mais elle s'arrête là. Elle s'arrête là. Pourquoi? Pour une raison très simple, c'est que leurs tactiques sont totalement différentes. Et c'est là justement que la personnalité de Poutine devient très intéressante à cerner, parce qu'on voit émerger chez lui un mélange de patriotisme et de nationalisme qui réagit contre ceux qui ont pillé et qui ont affaibli son pays. Qu'on appelle ça Union soviétique ou pas, c'était son pays.
Et c'est assez extraordinaire de voir cet homme. On imagine exactement ce qu'il a pu endurer sous Elstine, voyant comment ce qui restait de l'Union soviétique était pillé. Eh bien, il ne fait pas d'éclat. Il reste en place, il s'en rend utile, il progresse, il attend qu'on lui confie des tâches, et il monte, et il monte, et il monte, et il monte. Et c'est là la grande différence par rapport à Bonaparte, Napoléon et Hitler. Poutine, c'est attendre. Et quand on voit sa démarche, comment il a tout de même mis au pas une grande partie de tous ces oligarques cosmopolites, c'est là qu'il faut voir la haine du mondialisme contre lui, parce qu'il a touché à un des leurs. Non seulement un des leurs, mais à beaucoup d'entre eux. Et il était donc fatal qu'il arrive à une confrontation avec le mondialisme porté par le judaïsme américain, allié aux oligarques, prévaricateurs, cosmopolites, qu'il avait mis au pas. Et c'est à partir de là, à mesure qu'il restaure la puissance de son pays, qu'il casse les reins à la finance cosmopolite, qu'il devient le grain de sable dans la machinerie du nouvel ordre mondial. Il y a une autre similitude qui m'a sauté aux yeux et qui m'amuse profondément. Parce que là aussi pour nous c'est très utile. Il y a une similitude frappante dans sa démarche en défense de son pays humilié, amoindri, pillé, avec la réaction nationaliste qu'il y a eu à la fin du XVIIIe siècle en France. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il réagit comme l'équivalent des nationalistes français qui émergent à la fin du XVIIIe siècle en France. Il réagit justement à la notion internationaliste qui est tournée contre sa patrie. Quel est l'indice ? Je donne en mille, quelqu'un que beaucoup d'entre vous connaissent. Quel est l'imbécile qui a dit que l'histoire ne repassait pas les plats? C'est faux. Elle ne fait que repasser les plats, systématiquement. Et encore, faut-il savoir. Et voir quand ça repasse. Donc, vous voyez, réaction de cet homme, parti de rien, quasiment, qui rentre dans les rouages de l'Union soviétique, qui apprend comment tout ça fonctionne. Il commence à placer ses hommes, et qui monte, et qui monte, et qui monte, et qui a la rage de dégager son pays de la mainmise de la finance juive. En fait, c'est l'histoire. C'est l'histoire de son pays qui a rattrapé Poutine. Et si Poutine s'acharne, comme on le voit déjà depuis qu'il est arrivé au pouvoir aux différents échelons, qu'il essaye de remettre à l'honneur les symboles de la Russie tsariste, c'est ça. Et aujourd'hui, son action se fait au nom de la grandeur de la Russie d'autrefois. Plus du tout de l'Union soviétique. De temps en temps, il y a certains aspects qui peuvent surprendre, mais fondamentalement, c'est la grande époque de la Russie tsariste qui émerge avec l'orthodoxie. Avec l'orthodoxie. Très important. Ceux qui sont abonnés à la politique ont vu, il y a eu plusieurs articles dessus, il y a même une illustration. Et vous savez que quand il a des décisions importantes à prendre, il se rend dans certains monastères où il a ses entrées
pour discuter avec les moines orthodoxes. Et donc, c'est un très curieux personnage, issu de l'Union soviétique, donc pas particulièrement religieux, apparemment. Et là encore, je répète, c'est l'histoire de son pays, la grande histoire de son pays qui le rattrape, dans ses aspects à la fois politiques et religieux. Il y a une analyse qu'on m'a communiquée dernièrement, d'ailleurs la personne qui me l'a communiquée est là dans cette salle, et je la remercie. Une étude d'un certain Ivan Kravtsev, qui est le président du Centre des stratégies libérales, qui est basé à Sofia, à Sofie. En fait, c'est à peu près la même constatation que je viens de faire dans le Journal of Democracy, numéro d'avril 2009, mais en le déplorant. Et voilà ce qu'il dit. La société russe ne pense pas en termes de démocratie opposée à autoritarisme, mais en termes de souveraineté opposée à dépendance. D'où l'hostilité de Poutine à la démocratie qui ne peut contribuer à la grandeur de la Russie. Ben, tout est là. Voilà, cet homme, qui n'est pourtant pas un ami évidemment de la démarche de Poutine, a très bien compris comment il fonctionne. Or, cela implique, je cite encore, cela implique indépendance économique, puissance militaire, identité et cohésion culturelle. Tout, toujours, ces rappels à la Russie impériale tsariste. Alors, évidemment, au fur et à mesure qu'il monte, qu'il prend des responsabilités, qu'il liquide toute cette mafia qui entourait le système soviétique puis de Poutine, il comprend parfaitement que le Moyen-Orient est un sujet clé. Sur le plan stratégique, géopolitique, énergétique et minier. D'où l'appui de la Russie, très rapidement, à l'Iran, que la Russie, que la Fédération de Russie, équipe depuis des années en centrale de conversion de l'uranium, aux grandes dames d'Israël, qui comprend très bien que si l'Iran se dote de l'arme atomique, c'en est fini de sa politique de terreur au Moyen-Orient. Parce que ça ne s'équilibrera pas. Vous parlerez tout à l'heure de Netanyahou. Et puis, autre appui, la Syrie. Or, et l'Iran et la Syrie, ce sont deux pays musulmans, mais avec une caractéristique, ils sont chiites. Si vous préférez pour la Syrie, alawite. C'est une branche du chiisme, mais qui est opposée aux sunnites, dont se servent les États-Unis et Israël dans leur conquête de l'Iran et la déstabilisation de la région, de l'Iran, de la Syrie, d'où la guerre civile depuis 4 ans en Syrie. Donc là encore, grain de sable dans la machinerie du nouvel ordre mondial. En fait, tout le drame du Moyen-Orient, dans lequel Vladimir Poutine interfère de plus en plus, découle de l'alliance de deux fanatismes religieux. Le sunnisme et le wahhabisme soutenu par le biblisme protestant et le rabbinisme talmudique. C'est ça qui crée tous les drames que vivent les peuples et les pays du Moyen-Orient. Alors, évidemment, il ne faut pas croire que les autres sont restés tranquillement dans le coin
constater les progrès de Poutine. Rappelez-vous qu'il y a eu déjà une tentative de déstabilisation grâce entre autres par un certain George Soros. Une tentative de révolution orange, comme ils ont réussi d'ailleurs en Géorgie, et comme ils viennent de réussir il y a quelque temps en Ukraine. Le problème, c'est qu'avec Poutine, ça ne se passe pas aussi facilement que ça. Et donc, l'affaire de Tchétchénie, bien entendu, qui a été justement une tentative de contournement de la Fédération de Russie par le Sud, en utilisant le phénomène islamique, encore une fois, par les Américains et par Israël. Et vous savez comment Poutine a réglé le problème. Il n'est pas allé par 4 chemins. Rappelez-vous sa fameuse phrase. Je ne dirais pas que c'est un modèle d'élégance. En tout cas, il était efficace. Il a annoncé qu'il irait les chercher jusque dans les chiottes. Vous vous rappelez. La chiotte ou pas chiotte, ça a été tout de même réglé. Bon, tout de même, il se rappelait quand même que malgré tout, même si c'est réglé, il peut toujours y avoir des rechutes parce que les autres continuent toujours à essayer de déstabiliser. Et ça, c'est un phénomène qu'il faut bien connaître en politique. Rien n'est jamais terminé, ni dans un sens, ni dans l'autre. Et puis ce fut la mini-guerre de Géorgie. Et là encore, on revoit le personnage Poutine, la façon dont il agit. Très démonstratif. Là encore, ça faisait partie de choses qui nous paraissent incompréhensibles de la part de l'Union soviétique. Vous connaissez les pays en question, l'Ossétie du Sud et celle du Nord, et l'Abkhazie. Or, celle du Nord était restée dans le giron de l'Union soviétique, et pour quelle raison l'Ossétie du Sud avait été confiée à la Géorgie? En partie. C'est une administration assez bancale, enfin, je ne sais pas exactement comment ça fonctionnait. Ce sont les grandes lignes qui m'intéressent, et puis l'Abkhazie aussi. Et alors, comme plus tard avec l'Ukraine, c'était exactement la même chose. La faute première revient à ce découpage absolument artificiel fait par l'Union soviétique, et notamment par Khrouchtchev. Et alors, il se passe une chose curieuse. C'est que, comme ce sont toujours des populations russophones, en Russie, notamment dans la partie Est, il y avait une tendance de ces populations d'Ossétie du Sud et d'Abkhazie de rejoindre la Russie. Et l'homme des Américains et d'Israël, Saakashvili, a voulu y mettre un bon ordre et a voulu envahir l'Ossétie du Sud et l'Abkhazie. Et là, encore une fois, que se place la tactique qui peut être surprenante de Poutine. Il commence par ne pas réagir. Il fait des déclarations en disant « mais c'est pas bien ce que vous faites », etc. Et les autres, enfin les Géorgiens, Saakashvili, croient que vraiment il ne va pas réagir, que ça va rester des protestations verbales, uniquement. Envahissent l'Ossétie du Sud, ils détruisent la capitale, et c'est le tournant. C'est le tournant. C'était au moment où Medvedev était encore président de la Fédération de Russie, mais Poutine Premier ministre. Et que se passe-t-il? Eh bien, Poutine envoie les troupes. Et les Géorgiens attrapent la raclée. Donc, vous voyez, il les a laissés s'enferrer, croyant qu'ils n'allaient pas réagir, et crac boum. Plus intéressant vient après. En fait, ce qu'avait voulu faire Saakashvili, d'une part, c'est étendre son pouvoir, mais aussi, comme il voulait rentrer à l'OTAN, il voulait donner un gage à l'OTAN. Et alors, c'est très intéressant parce que
Différents témoignages, dont celui du vice-ministre géorgien de la Défense, un certain Batu Kutelia. J'ai trouvé ça dans Valeurs Actuelles, le 14 août 2008, qui signale que le budget militaire géorgien, pourtant ce n'était pas un pays très riche sous Saakashvili en tout cas, avait atteint 2 milliards de dollars, soit un quart du budget national. Vous vous rendez compte ce que ça représente, un quart du budget national, pour un petit pays comme ça. Or, et l'argent et l'armement n'étaient quand même pas venus tout seuls. Hein? Et alors, c'est là que ça devient très intéressant. C'est qu'à partir du moment où Poutine réagit, envoie la troupe, donne la raclée aux troupes géorgiennes, on constate un phénomène curieux. Phénomène curieux. C'est la fuite d'un certain nombre de ressortissants israéliens qui étaient installés en Géorgie. Ah bon? Ah. Et alors, vous savez ce que je pense du journal présent? Que j'appelle le journal catosioniste. Ah oui, ça change. Et oui, c'est devenu une nouvelle droite. C'est dans le numéro de présent du 13 août 2008, sous la signature d'un certain Maroun Charbel, qui a donné la raison. Et il ne l'a pas fait exprès, mais enfin, il a trop parlé, quoi, disons. Il disait ceci. La coopération entre Israël et la Géorgie trouve son origine, entre autres, dans les relations tissées par de nombreux responsables et ministres géorgiens qui ont vécu en Israël. Ça veut dire quoi, ça? C'était israélien? Et on sait par exemple que le ministre de la Défense géorgien s'appelait David Kezersashvili et celui de la réintégration, Temur Yaakov Yashvili. Et c'est on a trouvé la confirmation dans le journal, le grand quotidien israélien, Haaretz, du 10 août 2008. Et toujours selon ce même Haaretz, la même date, il spécifiait que l'Israël avait équipé la Géorgie en fusils mitrailleurs, en missiles sans air et air seul, en tant que drone, et que des dizaines de conseillers militaires, dont de très hauts gradés, colonels et généraux, encadraient l'armée géorgienne. Donc ça veut dire quoi? C'était Tsahal qui tenait l'armée géorgienne. Alors on comprend que du fait de la contre-attaque de Poutine, tout ce petit monde-là ait senti que ça commençait à brûler et qu'ils aient voulu rentrer dans la mère patrie. Car, du fait de leur engagement dans l'armée géorgienne, il est évident que Poutine savait très bien que c'était des cadres de Tsahal qui encadraient l'armée géorgienne. Ce qui veut dire que par personne interposée, Israël se trouvait en guerre avec la Russie. D'où leur hâte de rentrer. Et Maroun Charbel, que je citais tout à l'heure, poursuivait, Israël marche sur des œufs. La Russie pourrait en représailles renforcer sa collaboration militaire avec l'Iran ou vendre des armes plus sophistiquées à la Syrie, en sachant très bien qu'une partie se retrouverait dans les entrepôts du Hezbollah. Cette perspective, concluait l'expert militaire israélien, donne des sueurs froides à nos dirigeants qui cherchent à sortir du bourbier géorgien sans vexer Tbilissi, capitale de la Géorgie, et sans donner l'impression de plier devant les ouzoukas de Moscou. Vous voyez comment Poutine a retourné une situation qu'il a laissé venir, comment il a piégé l'adversaire
pour retourner la situation à son profit. Vraiment, la tactique de Poutine, je trouve ça extrêmement séduisant pour nous, nationalistes français. Alors, une chose à laquelle pas mal de gens n'ont pas fait attention, et j'en parle dans mon livre Le complot mondialiste, très peu de temps après l'échec de l'opération américano-sioniste en Géorgie, allait se produire un événement qui a eu quelques grosses conséquences sur le plan mondial. Ce fut le crash de 2008, à l'automne 2008, rappelez-vous. Or, toutes ces déclarations sur la présence des troupes israéliennes, enfin des conseillers et l'encadrement israélien des troupes de main, ça datait d'août. Or, c'est en octobre que le crash commence à s'installer. Alors quoi? Action-réaction? D'où une question qu'il faut se poser. Cette crise a-t-elle été la conséquence de mauvaises appréciations des milieux financiers de Wall Street et d'ailleurs, eux ne comprenant pas l'endettement des banques avec l'histoire des subprimes et compagnie, ou bien est-ce que ça a été voulu? Car après tout, qui dirige les finances américaines? Sinon la Federal Reserve, qui fabrique la monnaie américaine qui plus est. Or, vous savez, vous devriez le savoir, que la Federal Reserve est la propriété de 12 grandes banques entre les mains des grandes familles juives bancaires des États-Unis. Alors, sont-ils à ce point nuls qu'ils n'ont pas vu venir alors qu'ils ont la charge de l'économie américaine? Alors, je répète, c'est qu'ils ont voulu. Et là, encore une fois, on a quelques déclarations qui mettent le doigt là où ça fait mal. Et notamment, celle du sénateur, c'était en 2003, donc bien antérieur, 5 ans auparavant, du sénateur du Texas, Ron Paul, qu'on connaît un petit peu chez nous, qui fut un ancien candidat à la présidence des États-Unis et qui avait accusé la Federal Reserve de préparer la crise de l'immobilier devant entraîner une crise financière mondiale majeure. Ben oui, on l'a vu. Et puis une autre déclaration, mais pour se frotter les mains, du néoconservateur Michael Lydon, en 2003 aussi, qui prônait le chaos et l'anarchie pour imposer le nouvel ordre mondial. Donc c'est pas par hasard que cette crise apparaissait. Ça a été voulu. Et en fait, c'était la poursuite de la fameuse déclaration de Paul Warburg, que je répète souvent, parce qu'elle est fondamentale à connaître, quand il disait devant le Sénat américain le 17 février 1950, nous aurons un gouvernement mondial, que ça le plaise ou non, la seule question est de savoir s'il sera créé par conquête ou par consentement. Or, qui était ce Warburg? Il a été celui qui a poussé à la formation de la Federal Reserve. Vous voyez comment tout s'encadre. Il est évident que dans la stratégie mondialiste de contournement de la Russie par le Sud, en vue de son élimination de cette région stratégique, le déclenchement de la guerre civile en Syrie était un élément fondamental et primordial pour les conjurés du nouvel ordre mondial. Et dans le numéro 136 de la politique, qui date de janvier 2013, j'avais signalé une information de la newsletter du CRIF du 28 décembre 2012, selon lequel la rébellion contre Bachar al-Assad s'appuie non seulement sur des mercenaires stipendiés, mais aussi
mais aussi sur des milices formées de condamnés à mort pour trafic de drogue, de meurtre, de viol, envoyés en Syrie par l'Arabie Saoudite en échange de la vie sauve. Et on vient s'étonner des massacres du Daesh à l'État islamique. Ben voilà. Voilà. Ce sont des criminels. À tout point de vue. Et cela, c'était évidemment bien avant qu'on nous parle avec des trémolos d'indignation dans la voix de l'État islamique d'Abu Bakr al-Baghdadi, alias Simon Elliott, agent du Mossad, comme l'a révélé Edgar Snowden, qui est un ancien de la CIA, qui a vraiment mis les pieds dans le plat par rapport à son pays et les services de son pays. Les commanditaires étaient les mêmes. Donc la chute de Bachar el-Assad serait non seulement une défaite géopolitique lourde de conséquences pour la Russie, mais aussi la victoire de l'éternelle haine juive contre le christianisme. Parce que qu'est-ce que l'on constate de la part de tous ces mouvements insurrectionnels de cet islam dit radical? C'est qu'ils s'acharnent sur toutes les communautés, y compris musulmanes, contre les chiites et les alaouites, mais bien entendu contre les communautés chrétiennes qui sont parmi les plus vieilles communautés au monde, au Moyen-Orient. Donc vous voyez ce jeu pervers de se servir de cet islam radical pour liquider tout ce qui peut être liquidé encore de la chrétienté. Alors, vous savez que les médias nous appreuvent des raids aériens, des frappes américaines contre le Daesh, l'État islamique. Mais qui bombarde-t-il exactement? Quand on apprend par des cartes du Wall Street Journal que depuis le début des frappes, le territoire occupé par le Daesh en Syrie a triplé. Curieux. Curieux, alors que les Américains savent si bien faire le tapis de bombe. Rappelez-vous la dernière guerre mondiale. Rappelez-vous entre autres la Serbie, entre autres choses. Rappelez-vous l'Irak avant. Ils savent très bien faire le tapis de bombe quand ils veulent démolir quelqu'un. Alors comment se fait-il, je livre ça à votre appréciation, comment se fait-il que l'État islamique, le Daesh, ait triplé l'étendue de ses territoires en Syrie? C'est donc qu'ils bombardent les troupes de Bachar el-Assad. Et tout dernièrement, j'ai reçu une autre information très intéressante, révélée, qui démontre bien la duplicité américaine, et c'est l'agence de presse iranienne Tasnim qui révélait que le 8 mars dernier, nous sommes le 14 mars dernier, donc c'est tout récent, les forces antiterroristes irakiennes avaient arrêté 4 conseillers militaires américains et israéliens au quartier général de l'État islamique. Or, c'était de ce quartier général que sont organisées les opérations dans la province de Ninive au nord de l'Irak. L'information est confirmée par la presse irakienne elle-même, l'agence de presse Sarma, qui reprenait exactement la même information. Et alors, intéressant, ça rappelle une autre affaire du même genre. Rappelez-vous, je crois que c'était en 2002, sous mon très cher ami Sarkozy. On a appris, mais ça a été un météore dans le ciel de l'information, que 19 militaires français avaient été faits prisonniers en Syrie par les troupes de Bachar el-Assad. Mais qu'est-ce qu'ils fabriquaient, ces militaires français là-bas? Du tourisme, sans doute. Et voilà la guerre secrète qui est menée. Il faut apprendre autour de nous, dans nos familles, avec nos amis, au travail, au sport éventuellement pour ceux qui en sont,
à douter de l'information. Voilà comment l'opinion publique est trompée jour après jour pour atteindre un certain résultat dans l'histoire de Charlie Hebdo compagnie. Or, ces 19 militaires français, je n'ai jamais pu savoir ce qu'ils étaient devenus. Y a-t-il eu un échange? En tout cas, silence sur la loi. Terminé. Et alors, c'est tout de même intéressant d'apprendre aussi une autre information, je dirais qu'il est un peu plus diffusée, que des pourparlers avaient lieu en ce moment à Moscou entre le Kremlin, les Syriens et les Kurdes. Et les Kurdes. Pourquoi les Kurdes? Parce que les Kurdes sont des ennemis jurés de la Turquie. Or, quel est le jeu de la Turquie actuellement? Un jeu particulièrement douteux, qui à la fois soi-disant soutient les Palestiniens dans la bande de Gaza, mais à la fois soutient les ennemis de Bachar el-Assad. Pourquoi? Parce que l'actuel dirigeant de la Turquie rêve que son pays reprenne le rôle de la grande Turquie de l'État ottoman. Donc vous voyez, les motivations, les petites motivations, grandes motivations des uns et des autres commencent à interférer sur tout ce jeu extrêmement subtil et dangereux au Moyen-Orient. Donc là, visiblement, Moscou entend bien continuer à appuyer Bachar el-Assad, mais s'appuyer aussi sur les Kurdes. Et ça peut être très important. D'abord, les Kurdes, vous avez vu qu'ils ont réussi à sauver, je ne me rappelle plus le nom de la ville, qui était encerclée, qui a failli tomber entre les mains de Daesh. Ils ont réussi à préserver la ville. Donc c'est une chose très importante là, et vous voyez tout ce jeu au Moyen-Orient, loin d'être terminé. Et alors, je vais en venir à la sphère d'Ukraine, bien entendu, puisque ça fait partie, évidemment, de la même stratégie. Essayer d'encercler la Russie, tantôt par le sud, tantôt à l'est, tantôt à l'ouest. Et alors, l'affaire d'Ukraine commence, rien ne commence vraiment jamais, mais disons que dernièrement, à peu près un an, ça commence même pas un an, ça a commencé avec une proposition de l'Union européenne d'association avec l'Ukraine. C'était l'ancien président de l'Ukraine, qui était Viktor Yanukovych, d'un accord d'association avec l'Union européenne. C'était lors du sommet de Vilnius du 29 novembre 2013. Or, Yanukovych, évidemment sous la pression de Moscou, n'a pas accepté. Donc c'était un échec de cette manœuvre, d'essayer d'attirer l'Ukraine dans l'orbite occidentale, d'où la révolution d'Orange de la place de Maïdan. Alors, vous vous rappelez, tout au moins ceux qui sont abonnés à la politique, de ce qui s'est passé à Maïdan. Et aussi, c'était très intéressant de savoir comment les Américains et Israël, toujours plus de même, ont joué dans cette affaire-là, y compris des soi-disant nazillons de Svoboda et de, comment s'appelle l'autre, machin Tractor, Tractor. Très curieusement, eh bien on sait très bien parce que on a retrouvé le même type de balles sur les corps de policiers ukrainiens que sur les manifestants de la place Maïdan. Donc, les snipers, à la fois américains et israéliens, tiraient alternativement sur les uns et sur les autres pour faire monter la température. Pure provocation. Et ils ont réussi.
Ils ont réussi. Alors, tout de même, je voudrais revenir sur ce curieux phénomène. On nous présente Svoboda et les autres comme des nazis, etc., ultranationalistes. Ah bon? Mais ils servent à quoi? Ils servent l'Amérique sioniste, les intérêts d'Israël. Et en plus de ça, pour parfaire le tableau, ils ont reçu l'onction d'un certain Bernard-Henri Lévy, et d'un certain Laurent Fabius, et d'un certain Saakashvili. Ça vous semble pas étrange, ça, quand même? Ça fait beaucoup. C'est beau. Oui, les mots ne veulent plus rien dire. Alors, vous avez dans nos milieux qui sont pro-ukrainiens parce qu'on leur a dit qu'il y avait des petits nazillons. À Hitler. Ils ont tout compris. Alors, l'histoire récente de l'Ukraine est tout de même assez curieuse. La première révolution orange, qui date du 23 novembre 2004, avait porté au pouvoir une certaine Yulia Tymoshenko. Savez-vous qui elle était? D'où? Lettonie. Donc c'est tout de même curieux. Comment est-ce qu'une juive d'origine lettonne devient présidente d'un pays qui n'est pas la Lettonie, quand même, l'Ukraine? Même curieux. Or, on sait très bien que cette première révolution orange avait été déjà organisée avec la finance d'un certain George Soros. Et puis bon, la bonne femme, voulant s'en mettre plein les poches, comme tant d'autres, finit par être renversée. C'est Viktor Yushchenko qui lui succède, il fait pas mieux. Et puis finalement, c'est Viktor Yanukovych qui est élu démocratiquement, lui. Je ne peux pas en dire autant des maîtres de Minsk d'aujourd'hui. Mais ça dérangeait profondément, toujours le même projet, puisque l'un des maîtres à penser des États-Unis, un certain Zbigniew Brzezinski, que beaucoup d'entre vous connaissent, avait écrit « Sans l'Ukraine, la Russie est condamnée à une douloureuse descente dans l'insignifiance géopolitique et finalement peut-être à sa disparition. » Or cela, il est évident que Vladimir Poutine le savait parfaitement. Oui, action, réaction, action, réaction, action, réaction. Donc, ils n'eurent de cesse que de faire tomber l'Ukraine dans le giron de l'Occident sioniste. Ils ont réussi. Pour en revenir à Svoboda, une citation que j'allais oublier. Un certain, son leader, Oleg Tyakhibok, en 2002, avait déclaré « Je n'ai rien contre les juifs, j'ai même des amis juifs ». Et je rappelle que c'est lui qui a reçu l'onction Bernard-Henri Lévy et tutti quanti. Bon, donc, succès de la tactique, le nouveau gouvernement ukrainien s'installe, on sait quelle est sa composition, et d'ailleurs, un des dirigeants séparatistes russophones de l'Ukraine de l'Est, Alexandre Zakharchenko, n'y est pas parlé par quatre chemins en dénonçant le régime de Kiev dirigé par des juifs. Encore. Mais oui, ils sont là, encore. Qu'on gratte un petit peu, c'est curieux, on trouve. Or, la guerre actuelle entre le gouvernement de Kiev et l'Est de l'Ukraine aurait pu ne pas se déclencher. Mais c'est l'hostilité fanatique des gens de Kiev
contre les russophones et la Russie, qui a poussé à bout ces populations, d'où leur insurrection. Alors, il est évident que face à la façon dont systématiquement Vladimir Poutine contre, ou essaye de contrer, parce qu'il ne réussit pas toujours, en tout cas en Ukraine, c'est pas terminé, il y a une question qui se pose au monde américano-sioniste: comment arriver à contrer cet individu de Vladimir Poutine? Il nous casse les pieds, il nous empêche de faire notre petit jeu. Comment est-ce qu'on peut faire pour le contrer? Évidemment, il y aura une solution, ce serait de l'assassiner, et ça, c'est ma crainte. Bon, ça, c'est pas encore le cas, pourvu que ça dure. C'est ma thèse. Raison stratégique. Alors, sur ces entrefaites, bon, il y a différentes choses. Je vous ferai un petit rappel sur la stratégie de Poutine pour amoindrir le rôle des États-Unis à travers le monde, les accords qu'il a passés avec les pays du BRICS, c'est-à-dire Brésil, Russie, Inde, Afrique du Sud, et maintenant avec l'Iran, puisque l'Iran, tout dernièrement, vient de dénoncer le paiement en dollars. Donc ça va se passer par échange entre monnaies nationales. Hein? Alors quand un certain Pierre Hillard vient vous dire que Vladimir Poutine est un mondialiste, je crois que ça résiste difficilement aux faits. Entre autres choses. Et alors, curieusement, on en arrive à l'assassinat d'un certain Boris Nemtsov. Bizarre. Alors, il faut voir que dernièrement, il y avait deux types d'opposants qui sortaient du sérail de Boris Eltsine. Il y avait Alexei Navalny, mais qui a pas mal plongé dernièrement parce qu'il a été pris la main dans le sac dans l'affaire frauduleuse de Yves Rocher, le parfumeur. Une escroquerie, mais monumentale. Oui, Yves Rocher s'est fait escroquer dans les grandes largeurs. Et la justice russe y a mis bon ordre. Donc Navalny, disons, out. Puis restait Nemtsov. Alors Nemtsov, qui est-il? Alors, il est le fils de Yelim Davidovitch Nemtsov et de Nina Yakovlevna, née Heidman, de confession juive. Et c'est pareil qu'il est le petit-neveu de Yakov Svertlov, alias Yankel Solomon, qui fut... Mais ne riez pas, voyons. Qui fut le responsable de l'assassinat du tsar Nicolas II et de la famille impériale. Comment on se retrouve? Comment on se retrouve? Alors, une anecdote qui court, qui dit que sa grand-mère l'aurait baptisé quand il était encore bébé. Bon, si l'affaire est vraie, ben, ça en fait un marade malgré lui. Alors, ce qu'il y a d'intéressant de savoir à propos de Nemtsov, c'est qu'il a fait partie du sérail de Boris Eltsine, de toute la clique. Il a énormément aidé toute la clique des oligarques qui sont enrichis sous Eltsine. Et évidemment, à partir du moment où Vladimir Poutine commence à monter et commence à liquider toute cette faune, il est évident que Nemtsov va rentrer en conflit avec lui. Et c'est comme ça qu'il devient l'un des principaux opposants. Alors, un opposant dangereux, il a fait 1% aux dernières législatives. Croyez-vous que pour 1%, on peut donner l'ordre d'assassiner?
il y avait quelqu'un assassiné. Si j'étais Poutine, ce serait plutôt un certain Georges Soros, pour lequel je donnerais l'ordre. Donc vous voyez, tout ce montage, ce n'est basé que sur la puissance médiatique qui raconte n'importe quoi aux populations pour les faire marcher. Ça ne tient pas la route. Un opposant qui fait 1%, alors on vient nous dire, ah oui, mais opposant, regardez, mais oui. Alors tous les gens qui sont allés manifester après sa mort, je serais curieux de savoir d'où ils venaient. Voilà. Glissons là-dessus. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce Nemtsov a la fleur calabo. Et oui, il a collaboré à la première révolution orange de 2004 en Ukraine. Comme par hasard. Comme par hasard. Et donc, il était plus ou moins conseiller de Viktor Yushchenko et des pro-occidentaux. Et il affirmait froidement, à cette époque, d'ici 5 ans, le peuple ukrainien vivra mieux qu'en Russie, cela sans gaz ni pétrole. Dans à peu près 7 ans, en 2012, l'Ukraine entrera dans l'Union européenne et tous les Ukrainiens auront un passeport de Schengen. Où en est l'Ukraine aujourd'hui? Voilà le genre d'individu utilisé contre Poutine. Alors, il y a une chose, une petite coïncidence tout de même qui m'a attiré l'attention, c'est que l'affaire Nemtsov est arrivée à quelque temps après les déclarations de Poutine au moment de l'anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz. Qu'est-ce que Poutine a dit à ce moment-là? Il n'a pas dit. Qu'est-ce qu'il a dit à ce moment-là? Il a dit certaines choses intéressantes. Il a déclaré, donc c'était pour les 70 ans de la libération d'Auschwitz, c'était le 26 janvier dernier, un message aux participants à la commémoration où il n'est pas allé, où il a dit ceci. Des millions de personnes innocentes ont été victimes des nazis, ont vécu l'enfer des camps de la mort, ont été fusillés, torturés, sont morts de faim et de maladie. Et les chambres à gaz, et les cours crématoires. Or, ce sont les soviétiques qui ont libéré Auschwitz. Entre-temps. Donc, les mieux placés pour savoir s'il y avait quelque chose ou pas, c'était eux. Donc, il a les documents, lui, Poutine. Et qu'est-ce qu'il disait qu'est-ce qu'il voulait dire avec cette déclaration? Je sais. Il voulait dire, Attention. je sais que vous mentez, et j'ai la preuve. Les choses électriques. Vous comprenez, je ne dirais pas mon amour pour Poutine, mais ma compréhension totale de sa politique. Parce que si j'étais en position, je vous garantis que je ferais à peu près la même chose. Et là, je ne suis pas en position. Donc. Or, autre chose très intéressante, à l'occasion de sa déclaration, les médias occidentaux n'ont pas réagi. Pourquoi? Parce qu'il ne fallait pas attirer l'attention, voyons. CQFD. S'il s'était étranglé d'indignation, et pourquoi il ne parle pas des fours crématoires? Peut-être qu'il n'y en avait pas. Ah, oh là là, chaud, chaud, chaud. Non, mais vous voyez, des chaises électriques. C'est dans la preuve. alors bon, je vais revenir un petit peu sur l'affaire Nemtsov, l'indignation médiatique, tout y est passé, Angela Merkel, le petit François Hollande, le petit Manuel Valls. Oh,
Je ne sais pas si vous avez vu ça à propos de Manuel Valls, c'est un de mes hommes préférés, comme Sarkozy. Curieux. C'est Onfray, le philosophe. Il y en a sorti une qui vole un petit peu bas au niveau des pâquerettes, mais qui est vraiment excellente. Il a dit dernièrement, parce que Valls en était pris à lui. Et Onfray répond, on ne peut pas être à la fois manuel et intellectuel. On s'aime. On s'aime. Et il l'a prêté pour crétin. Et là, ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est la réaction russe à la suite de l'assassinat de Nemtsov, parce que même le Parti communiste russe, qui n'est pas particulièrement ami de Poutine, qui publie toujours la Pravda, les commentaires, ils ont accusé directement la CIA d'être à l'origine de ce meurtre, avec comme hypothèse d'exécutant, je le cite, le M16 britannique, le Mossad, la dictature saoudienne ou les Ukrainiens. Après tout, c'est Kifli Bourrico. La même chose. Et bon, vous savez qu'aux dernières nouvelles, apparemment, ce serait des Tchétchènes. C'est très possible, c'est très possible. Pour embêter Poutine, parce qu'effectivement, les actes même quelque peu liquidés. Mais là encore, que ce soit des Tchétchènes, moi je veux bien, mais qui a donné l'ordre? Qui a donné l'ordre? Au profit de qui? Toujours la même chose. Donc, incontestablement, cette affaire Nemtsov doit être considérée comme une tentative de recréer les conditions d'une révolution orange à Moscou. Apparemment, ça n'a pas marché. Or, il faut remarquer aussi que cette affaire Nemtsov est survenue au moment où un certain Benjamin Netanyahou est allé prêcher au Capitole devant le Congrès à majorité républicaine, donc totalement sioniste, la croisade contre l'Iran, allié de la Russie. Et l'on comprend l'accusation de Sergueï, et je vais le reciter, je l'avais cité dans ma dernière conférence, mais sa citation est fondamentale pour comprendre que les Russes ont compris, et le fond du problème. Donc Lavrov, qui est le ministre des Affaires étrangères de Russie, le 13 août 2014, disait ceci dans son discours au corps diplomatique. Les USA, pour tenter de ralentir leur déclin, entraînent le monde vers le chaos et la tyrannie. C'est exactement ce que nous vivons. Le chaos et la tyrannie. Et rappelez-vous la devise du billet de $1, Ordo ab chaos. On retombe toujours dans les mêmes éléments, par les mêmes individus, toujours la même chose. Et ce besoin pour les États-Unis, c'est le même pour Israël. Israël va disparaître, j'en suis persuadé. Alors, le danger, c'est la Troisième Guerre mondiale. Parce que rappelez-vous, la fameuse déclaration d'Ariel Sharon, je crois que c'était en 1981, non, c'est plus tardif, je confonds avec une autre déclaration de lui. C'est au lendemain du 11 septembre. Du 11 septembre, dans lequel il disait que si, pour la survie d'Israël, il était nécessaire de déclencher une Troisième Guerre mondiale, il n'hésiterait pas. On en est là. On en est là. Et ça explique tous les coups tordus, tous les false flags sanglants que l'on vit depuis au moins le 11 septembre, et même avant, rappelez-vous l'affaire Gladio, dont j'ai parlé dans mon livre le complot mondialiste. Tout est fait pour créer un climat qui doit favoriser le plan mondialiste. Et voilà pourquoi Vladimir Poutine, par sa politique, est le grain de sable dans le nouvel ordre mondial. Merci de votre attention.